Peu importe le médium ou la spécialité utilisée, l'art et la créativité est pour moi un besoin profond de se laisser aller. Chers spectateurs, on est dans une nouvelle émission de l'art et la créativité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathieu. Donc, bienvenue à notre émission, Mathieu Colette. Merci. Donc, qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? J'ai amené une hache et un couteau. Ok, pourquoi ça? J'aimerais que tu expliques, comme tu m'expliquais tantôt. Oui, mais en fait, j'ai pas amené une hache et un couteau parce que c'est une hache et un couteau. J'ai amené une hache traditionnelle ancienne qui est faite avec les techniques et les matériaux de l'époque. Puis j'ai amené un couteau qui est fait avec les techniques anciennes, mais qui est contemporain dans son style. Donc là, on peut comparer un objet qui est plus esthétique que fonctionnel, comparativement à la hache qui est purement fonctionnelle, mais l'esthétisme de l'objet vient de sa fonction. Donc, plus on remonte dans le temps, plus les objets sont simples, efficaces et durables. Puis plus on avance dans le temps, plus on s'en va dans une société complexe qui aime le détail, la minutie et la beauté des choses, à l'instar de la fonction. Et j'ai appris aussi par rapport, parce que j'ai trouvé ça fascinant, je ne savais pas, les petits symboles qui est à la hache. Qu'est-ce que ça veut dire, tu m'avais dit? Bien, en fait, ça, c'est la hache de traite. Hein? C'était les colons français qui échangeaient ces haches-là contre les peaux de castor aux Premières Nations. Donc, les 3 étoiles, c'est la plus grosse des haches. Il y avait les 2 étoiles qui étaient la moyenne et une étoile qui était la petite. Donc, c'est comme un billet de dollar à 10, 5 ou 2. Ça vaut une certaine quantité de peaux de castor. Fait qu'ils faisaient la traite comme ça, traite de la fourrure, qui finançait la colonisation, finalement. C'est fascinant, j'ai appris. Merci, grâce à toi. En gros, c'est comme un billet de banque. Hein. Voilà. Donc, et là, il faut dire que tu es forgeron de métier. Et depuis quand que tu pratiques ce métier-là? Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans, donc depuis 93. Ouais, j'ai parti faire mon apprentissage en France à l'âge de 19 ans. Donc, je suis resté un peu plus que 4 ans là-bas. Je suis revenu en 98 au Québec. Et toi, tu étais comme apprenti, tu avais un maître? Oui, moi, j'ai été le dernier apprenti d'André Maltaverne, forgeron MOF, meilleur ouvrier de France. Donc, lui était forgeron de 3e génération. Donc, il n'y avait pas de succession. Donc, à l'époque, il avait 72 ans. Puis quand je suis parti, l'atelier familial a été rasé pour la construction d'une maison. Donc, ça m'a sensibilisé vraiment, même dans les vieux pays. Les vieux métiers puis les savoir-faire se perdent dû à la révolution industrielle qui a remplacé les savoir-faire humains par des machines. Mais tu as dit, je vais suivre comment dire, cette méthode ancestrale, parce que c'est une méthode ancestrale. C'est ça qui est fascinant. Parle-moi un peu de ça, les patrimoines et tout ça. Oui. Mais en fait, la forge ancestrale, c'est pendant 3000 ans, on s'est débrouillé avec une enclume, un arrivé d'air, puis du combustible qui est le charbon, puis de la barre de fer qu'on transforme avec de l'acier. Tout se fait à l'enclume avec des outils à main de base. Donc, c'est très, très simple. N'importe qui peut se faire une forge sur son terrain, puis apprendre ce métier-là, puis avoir la liberté de faire des outils pour travailler la pierre, le bois, l'agriculture. Donc, avec ces simples techniques-là, on peut recommencer une civilisation tout à nouveau, là, oui. Tout à nouveau, c'est vraiment la base de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. On est passé de nomade à sédentaire à cause de la découverte du fer. Donc, on pense à la roue. La roue est faite avec les outils que les forgerons ont faits. C'est pour travailler le bois, pour recercler. Après ça, les routes, les maisons, l'agriculture. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à la révolution industrielle, on révolutionne la façon de travailler le minerai pour en faire des grandes quantités en même temps.
Puis là, Eiffel fait la prouesse de faire la tour Eiffel avec des profilés de fer. Donc, on rentre dans un nouvel ère. Il y a la machine à vapeur, donc on fait les locomotives, donc on fait le train, donc on fait des rails. Donc, tout est à grosse échelle, mais c'est toutes des grandes machines à vapeur. Donc, on a découvert la puissance de la vapeur. Puis, pas longtemps après, il y a l'électricité qui arrive aussi. Donc, en dedans de 100 ans, toutes les façons de faire depuis des millénaires changent. Tu m'as dit tantôt, c'est fascinant, tu fais un parallèle avec une poupée russe? Oui. En fait, on prend une poupée russe, si on prend les savoir-faire anciens, traditionnels de la forge, donc qui est avant la révolution industrielle, on ouvre la poupée russe, on a le charpentier menuisier, on a les bûcherons, on a ceux qui vont aller cueillir le minerai dans le sol, puis qui vont le faire fondre, on a les ferrons qui vont faire les barres, on a les tailleurs de pierre, c'est tous les outils du forgeron. C'est vrai, les tailleurs de pierre aussi. L'agriculture, ce qu'on mange, c'est tous des outils avec un manche en bois puis une tête de fer ou d'acier. Donc, c'est vraiment ce qui a permis à l'humain de passer du monde nomade, chasseur-cueilleur, à une société prospère, sédentaire. C'est la forge, c'est la maîtrise des métaux. Le forgeron forge ses propres outils pour faire les outils de tous les autres corps de métier. Donc aujourd'hui, si on veut parler de restauration du patrimoine bâti, tous des bâtiments qui ont plus de 200 ans en architecture, la technique serait de prendre les outils et les techniques et les matériaux de l'époque pour faire une restauration propre. Donc la problématique, c'est que le savoir-faire a tellement disparu que maintenant, il y a des comités scientifiques formés d'archéologues, de philosophes, d'historiens, de conservateurs, puis ils n'ont pas le choix de faire une intervention, mais le savoir-faire n'est plus présent. Donc, il y a la deuxième approche qui est, on va faire du démontable. Donc, on enlève ce qui est pourri, on assemble mécaniquement quelque chose de nouveau avec les techniques modernes, on la date, on la numérote, on dépose l'intervention à Culture Communication Québec, c'est numérisé pour les générations futures. Puis cette intervention-là est faite de cette façon-là au cas où les générations futures auraient de meilleures techniques ou auraient redécouvert les techniques anciennes pour remplacer ce qui a été fait. Donc c'est là qu'on en est. Donc, c'est important de redécouvrir les savoir-faire anciens, puis de les archiver, puis de les mettre à un endroit pour les générations futures. Parce que ça soit parce que les générations futures vont avoir besoin de revenir à des moyens plus simples, d'avoir un retour à la terre, d'avoir recours à une économie durable, éco-responsable, locale, comme on le voit dans l'alimentation. C'est toutes ces techniques ancestrales-là qui sont dans la poupée russe sont possibles si on préserve la forge. Fait que la forge, c'est la mère. C'est la mère qu'il faut préserver en premier. Donc, si nos sociétés partout dans le monde ont des musées, puis qu'on met les objets de notre patrimoine, de notre culture, de notre histoire dans les musées, c'est parce que ça a un intérêt. C'est important de le faire. Bon, mais là, on est rentré dans l'ère du patrimoine immatériel. En 2012, il y a la loi sur la préservation des patrimoines immatériels. Le patrimoine immatériel, c'est quoi? C'est moi, je suis un contenant. Mon savoir-faire est à l'intérieur de moi, c'est mon patrimoine immatériel. Quand je vais mourir, le patrimoine immatériel, il s'en va avec moi. Fait que l'idée, c'est de trouver des façons de matérialiser le patrimoine immatériel pour les générations futures, puis d'en faire une voûte pour que les générations futures aient accès à ce savoir-faire-là. D'avoir la base quand même et puis de continuer pour, comme tu dis, c'est très important de ne pas perdre cette... Oui. À même titre que les musées. Si on met des objets de notre histoire ancienne dans des musées, c'est d'autant plus important de mettre les savoir-faire qui ont fait ces objets-là pour les générations futures. T'sais. Parce que plus on s'en va dans le temps, plus on regarde les objets anciens, puis moins on comprend comment ils étaient faits. Fait que c'est par l'étude des objets anciens qu'on redécouvre les techniques. Tu vois comment l'important, c'est tout un, comment dire, c'est tout un cercle qui compacte avec la forge. C'est incroyable, c'est tellement incroyable. Parle-moi un peu des matériaux qui les plus importants pour justement
Bien, en fait, les matériaux les plus importants, c'est le minerai de fer. Mais la planète sur laquelle on est un noyau de fer avec un noyau de nickel au milieu. Donc, on ne viendra jamais à bout de cette ressource-là. Puis plus on en sort du fer, plus on en produit, plus il y a d'objets de fer et d'acier sur la surface de la Terre qu'on peut recycler pendant encore les 300 prochaines années. Là. On n'a même pas besoin d'extraire. C'est positif quand même. C'est très positif. On peut recycler pendant des siècles avec juste ce qu'il y a en objet dans tellement qu'on utilise le fer. C'est pas compliqué en soi. Là. Tout le monde peut avoir un feu, une enclume, un marteau. C'est juste de venir apprendre les connaissances, puis d'être capable après ça d'aller les pratiquer, puis de les mettre... Fait que moi, personnellement, j'enseignerais la forge aux jeunes du primaire à même titre que la mathématique puis le français, parce que c'est une liberté. Ça serait très important. Et justement, tu as comme initié, tu as commencé, tu as lancé justement l'organisme, les Forges de Montréal. Parle-moi un peu de ça, de ce projet-là, parce que c'est très important. Il ne faudra pas que ça ferme, s'il vous plaît. Non, effectivement, il ne faudrait pas que ça ferme. En fait, les Forges de Montréal est une première initiative mondiale. Mondiale? Oui, mondiale, parce que je vais expliquer un petit peu le concept du patrimoine immatériel. On va bien le comprendre. C'est les Japonais qui ont inventé le patrimoine immatériel en donnant le titre de maître d'art, de trésor national à des artisans qui ont un savoir-faire millénaire qui est culturel. Okay? Fait qu'ils payent ces artisans-là pour pratiquer leur métier. Mais ces artisans-là pratiquent leur métier dans leur atelier, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à aller voir ces gens-là. Donc, quand ils meurent... C'est pas donné à tout le monde. quand ils meurent, c'est un autre qui a les compétences similaires ou meilleures qui va être choisi puis qui va devenir un autre trésor national. Maintenant, l'UNESCO a reconnu les Compagnons du Devoir, qui sont une confrérie qui apprennent les métiers de la construction de façon traditionnelle depuis 3000 ans en France. Donc, l'UNESCO a reconnu le Compagnon du Devoir comme patrimoine immatériel à préserver. Donc, la France a suivi en instaurant un nouveau statut depuis quelques années qui sont les maîtres d'art. Donc, quand la France subventionne des artisans qui ont des savoir-faire particuliers à pratiquer leur métier, mais c'est toujours financer l'homme qui est le contenant du savoir. Donc, là où les Forges de Montréal rentrent dans un milieu qui est, puis une vision qui est unique, c'est que on a développé une expertise en matérialisant le patrimoine immatériel par des panneaux d'étapes. Okay? Ce que les forgerons n'ont jamais fait dans le passé, partir de la barre que j'ai pris pour faire la hache, puis faire les 10 étapes de la hache. Quand on regarde ce panneau-là, on comprend exactement comment la hache a été faite, puis il n'y a pas de texte qui est nécessaire ou de vidéo ou quoi que ce soit. Donc, chaque outil peut avoir son patrimoine immatériel sur un tableau. On peut faire tous les outils du bois comme ça, on peut faire tous les outils de la pierre, tous les outils de l'agriculture. Fait que là, déjà là, n'importe qui, on disparaîtrait de la Terre pendant 200 ans, quelqu'un rentrerait... ça va être plasmé là. Quelqu'un rentrerait dans ce musée-là, puis il verrait les panneaux, puis il comprendrait le déplacement de la matière à chaud, puis il aurait accès à l'atelier qui est juste à côté pour venir pratiquer par essai-erreur. Il peut réapprendre le métier. Puis ça, c'est éprouvé par mes recherches, parce que moi, c'est comme ça que je travaille. Je regarde un objet ancien, je le décompose jusqu'à la barre du départ, puis par essai-erreur, j'arrive à un scénario plausible, parce que je pourrais jamais dire avec certitude c'est comme ça, mais j'arrive à dire c'est probablement comme ça. Fait que... On voit ça dans l'alimentation. Je pense que c'est les pays scandinaves qui ont fait une voûte pour mettre toutes les graines natives à la protection des OGM. Fait que les OGM sont à l'alimentation, ce que la robotique est à l'humain. On se dénature constamment en allant vers la robotique, la numérisation, etc. L'humain perd sa raison de vivre, parce qu'on est venu ici pour être utile, pour être utile pour les autres, pour être utile, avoir une vie qui est pas basée sur son nombril puis sur ses besoins. Pour apporter quelque chose pour la planète, exactement. Donc, la forge... une fois préservée dans une voûte,
comme les graines natives et pour les générations futures, une solution à peut-être un changement vers un système de consommation éco-responsable, durable et local. Mais aussi, si ce n'est pas le cas, parce que peut-être qu'il y a d'autres solutions qui vont être amenées, qui vont faire en sorte qu'on va aller vers le mieux, de toute façon, faire ça est un legs pour les générations futures de notre culture, de notre histoire, de notre patrimoine, de l'humanité. Fait que, comme mission, les forges ont faire reconnaître la forge comme patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Mais là, il faut qu'on commence par le municipal, le provincial, le national. Puis il y a juste 2 provinces qui ont voté la loi sur le patrimoine immatériel, dont le Québec. Donc, Trudeau, actuellement, a eu une demande pour nationaliser cette loi-là. À l'aide, s'il vous plaît. C'est ça, exactement. Fait que, bon, il ne faut pas que ça meure. Non, exact. Et parle-moi de ta famille, parce que c'est important, là. Tu ne savais pas, j'étais fascinée quand j'ai su que tu étais fasciné de tout petit. Raconte-moi tout ça, raconte-nous. Oui, bien, moi, depuis que je suis petit, je fais des rêves. Je rêve à de la matière lourde qui se balance au bout des cordes. Puis je me rappelle, je suis très, très jeune, j'ai 2-3 ans, puis je fais des rêves comme ça. Puis vers 10-11 ans, ça va être clair dans ma tête que je vais être forgeron dans la vie, puis je sais que mon avenir, c'est ça. Incroyable. Puis je dis à mes parents que ça sert à rien de m'envoyer à l'école, qu'il faut m'envoyer dans une école pour les forgerons, mais là, il n'y a pas d'école pour les forgerons au Canada. Puis il va falloir que j'attende jusqu'à 19 ans pour pouvoir partir avec un visa de travail pour aller en France faire mon apprentissage traditionnel. Puis à un moment donné, je vais revenir en vacances, voir ma famille, parce que je revenais de temps en temps. Puis c'est mon grand-père et ma grand-mère qui vont m'annoncer qu'ils ont fait des recherches d'arbres généalogiques, puis qu'il y avait des forgerons dans la famille, tu sais, mais je savais pas à quel niveau, à quel niveau. Fait que là, j'ai appris que les forges Saint-Maurice, ici, au Bas-Canada, de l'ouverture à la fermeture, c'est les Robichons qui ont été appelés de la Bourgogne pour être forgerons, marteleurs, frappeurs. C'est eux qui font les barres de fer. Donc, on a fait de la recherche plus approfondie. On a vu que les Robichons venaient de la Bourgogne, puis de la Bourgogne à l'Alsace, puis ça remonte comme ça jusqu'à l'invention du registre en 1400 quelque chose. Donc, ces familles-là étaient de père en fils, donc probablement plus vieux encore que le 14e siècle. Notre famille était descendant de ça. Donc, tu sais, on parle de la génétique, de l'ADN qui contient des mémoires ou des choses comme ça, mais pour moi, il n'y a pas d'autre explication que ça, parce que... Tu l'avais déjà depuis Je l'avais déjà, puis il y a vraiment un feu en moi qui... Moi, je me pose pas de questions. Je sais que ce que je fais doit être fait, puis il faut que je le fasse. C'est fascinant, parce que pas beaucoup de monde qui peuvent se permettre de dire ça. Je sais que... Et toi, depuis petit, là, tu as dit c'est ça et c'est ça. Oui, puis c'est ça. Moi, en tant qu'humain, je me sens comblé là-dedans, parce que je me sens utile pour les autres, puis je sens que ce que je fais est bien et va servir. Et ça porte à l'humanité, à la civilisation. Ouais, exactement. Bah, Mathieu, ça passe le temps. J'aurais pu t'écouter tout le temps, là, mais là, on doit aller à la pause. OK. Et on revient dans quelques instants.